il avait la possibilité, le procureur de la République en question, de me convoquer. Il a fait le choix d'envoyer le raid chez un père de famille à 6 h du matin, pendant les vacances scolaires. Nous sommes à Cilaos, au domicile de Cédric Famibel Pronzola. C'est ça. Et si nous sommes venus ici, c'est parce qu'il est arrivé à ce monsieur quelque chose d'assez exceptionnel. Il a été arrêté la semaine dernière par le RAID. Donc avant de parler de cette histoire-là, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, je suis Cédric Famibel Pronzola, je suis né en Martinique. Je suis parti à l'âge de 17 ans. Je suis arrivé à La Réunion il y a à peu près 4 ans. Peut-être même, ça va faire 5 ans d'ailleurs. Et du coup, je suis militant indépendantiste et je milite au sein du parti politique Karbuntu. C'est un parti qui a 5 ans. Alors, à la base, c'est une association qui s'est formée en tant que parti politique l'année dernière, qui a été fondée par 3 réunionnais de la diaspora, qui étaient à Paris. On a fait quelques conférences internationales, du coup, depuis janvier 2025. Et depuis là, d'ailleurs, il y a eu quelques épisodes, on va dire, avec les services de l'État. D'accord. Dont ce dernier. D'accord, bah oui, on va en parler de manière un peu approfondie. C'est peut-être parce que vous étiez parti à bas coût que vous êtes surveillé en quelque sorte. C'est ça. Il se trouve donc que vous, la semaine dernière, vous avez été arrêté par la gendarmerie. Comment ça s'est passé? Pourquoi ils vous ont arrêté? Alors, précisément, c'était le raid. Donc, le raid qui est venu, donc c'était mardi 12 à 6 h du matin. Donc, ils sont venus. Alors, moi, comme ils ont défoncé la porte, donc pour moi, c'était des voleurs. Donc, on va dire que je ne m'attendais pas du tout à que ce soit le raid. Donc, j'ai eu peur à un moment donné, j'ai vraiment eu peur. Donc, j'ai été, on va dire, m'armer en quelque sorte, oui. Avec ce que j'avais sous la main, couteau de cuisine, etc., hachoir, etc. Et du coup, ils ont défoncé la porte. Et comme la porte, il y a une vitre dessus, du coup, ça a fait un gros coup d'éclat, un gros bruit. Et donc, quand ils sont montés, donc ils m'ont mis en joue, forcément, pour demander de déposer les couteaux en question. Et ils faisaient vraiment une quinzaine à force. Ils sont entrés au fur et à mesure. J'en ai dénombré à peu près 15, on va dire, en dehors des autres, parce qu'il y avait aussi les inspecteurs de la criminelle, et puis d'autres qui étaient cagoulés. Je ne pourrais pas dire de quel service ils étaient, mais il y en avait, en plus du raid, il y avait d'autres policiers également. Hormis la porte défoncée, il y a eu une altercation entre vous ou tout de suite vous avez déposé les armes? J'ai déposé les armes et du coup ils m'ont demandé de me retourner, de me mettre à genoux. Ils m'ont plaqué au sol, mais pas violemment, on va dire. Il n'y a pas de violence en soi, en vrai, quand ça, par rapport à l'interpellation. Et donc je me suis allongé, ils m'ont mis les menottes. Et après, l'inspecteur de la criminelle qui est venu m'annoncer, donc il s'est présenté et il m'a dit qu'il était de la criminelle. Au départ, du coup, d'accord. D'ailleurs, pour être précis, on parle d'armes, mais en fait, il s'agit simplement de vos couteaux et hachoirs de cuisine. Exactement. Et on ne retient pas contre vous le fait de possession d'armes. Non, du tout. Voilà. Oui, effectivement. Après, c'était pas une arme à feu, c'était pas un coutelas non plus. C'était hachoir de cuisine. Parce qu'en fait, la cuisine donne directement sur l'allée qui donne sur l'entrée, on va dire. Donc, le premier, c'est vraiment ça à 2 mètres. Le premier effet que ça a été ça. D'accord. Donc les gendarmes rentrent chez vous. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Rapidement, ils viennent au fait. Pour quelles raisons ils viennent vous arrêter? Oui, alors le monsieur de la criminelle, ils étaient 2 de la criminelle, un monsieur et une femme. Je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Et donc le monsieur, il s'assied, il se présente, donc il m'explique qu'il est de la criminelle. Et donc moi, je demande pourquoi la criminelle. Et il m'explique que c'est par rapport à une vidéo que j'ai posté d'ailleurs, que j'ai posté le 9 juin, et sur laquelle je porte un t-shirt. Donc il m'a dit clairement, c'était par rapport à vous. Il me dit, vous vous souvenez d'une vidéo de telle date avec un fameux t-shirt? Et ma première question à l'officier, c'est pourquoi vous ne m'avez pas convoqué? Je serais venu sans problème à Saint-Denis, pourquoi tout ça, juste pour un t-shirt? Et puis après, bon, ils ont à dire... Ils m'ont posé d'autres questions, ils ont récupéré le matériel informatique, ordinateur, disque dur, tout ce qu'ils avaient. Ils ont pris pas mal, le fameux t-shirt d'ailleurs, oui, qu'ils ont récupéré. Et voilà, après, entre Et donc ce t-shirt, qu'est-ce qui lui était reproché? Qu'est-ce qu'il représentait? Alors, le t-shirt, on va dire que c'est un artiste qui s'appelle Boss Blow, un Guadeloupéen, qui a fait une peinture. Et sur cette peinture, on voit un homme, alors cette peinture qui a donné le nom de non-lieu. En fait, non-lieu qui fait référence
au non-lieu qu'il y a eu par rapport au chlordécone, à Oui. l'empoisonnement au chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Et donc ce tableau donc, représente un homme avec, qui arbore un vêtement du drapeau guadeloupéen. Et il tient dans sa main la tête décapitée de quelqu'un qui représente Emmanuel Macron, et ensanglanté. Et donc il a fait ce tableau-là. Et du coup, il y a un t-shirt qui existe avec plein de gens, il n'y a pas de souci, tout le monde le porte pour des manifestations, pour des trucs. Voilà, je me demandais si ce tableau avait déjà fait l'objet de poursuites pour incitation à la violence vis-à-vis du président de la République. Alors le tableau en lui-même, oui. Il y a une affaire, alors je ne sais pas où en est cette affaire-là, il y a eu les services de l'Élysée également qui ont déposé plainte contre l'artiste par rapport à ce tableau-là, effectivement. Mais comme je disais par rapport justement au tableau, lorsque les officiers m'ont posé des questions par rapport à ce t-shirt-là, ma réponse logique c'est Charlie Hebdo a fait la même chose il y a quelques mois auparavant, avec la tête de Macron décapitée, une guillotine juste au-dessus, avec la tête de Macron qui fait l'effet de rebondissement. Dit dans l'esprit Charlie, c'est la liberté d'expression. Eh ben non, c'est pas pareil apparemment. C'est pas pour tout le monde la liberté d'expression, visiblement. Donc ils n'ont pas apprécié. En tout cas, les services qui ont porté plainte. Qui a déposé plainte d'ailleurs pour le port de ce t-shirt? Alors je n'ai pas de certitude, mais ils ont sous-entendu que ça viendrait des services autour de Emmanuel Macron, autour de l'Élysée. D'accord, les services de l'Élysée qui doivent surveiller les réseaux sociaux et qui probablement font la même démarche vers toute personne portant ce t-shirt? Alors, je sais pas, toute personne, j'ai pas entendu d'affaires, à part celle de Boss Blue par rapport à la peinture, j'ai pas entendu d'affaires par rapport au t-shirt. Pas du tout. Et est-ce que vous savez si une poursuite qualifiée pèse contre vous pour incitation à la violence contre le président de la République et si vous allez être cité devant un tribunal ou si cette poursuite a été effacée après votre garde à vue? Alors, j'ai eu des doutes au départ, je pensais que c'était apologie du terrorisme, mais ce n'est pas l'apologie du terrorisme, en fait, j'ai compris plus tard que c'est apologie de crime. Donc, c'est pas la même chose, apparemment, je ne sais pas exactement, je ne connais pas le droit du tout, mais c'est une apologie de crime, d'après d'après le procureur de la République de Saint-Pierre, M. Olivier Clémençon. D'après, enfin, je ne sais pas si c'est lui qui qualifie, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, il avait la possibilité, le procureur de la République en question, de me convoquer. Il a fait le choix d'envoyer le raid chez un père de famille à 6 h du matin, pendant les vacances scolaires. Et si on reste uniquement sur ce t-shirt pour l'instant, quelle va être votre position? Vous allez prendre un avocat pour défendre votre liberté de porter ce t-shirt, ou bien vous reconnaissez que c'était peut-être une erreur de le porter? Ah non, non du tout. Pour moi, c'est la liberté d'expression. Dans l'esprit Charlie, pendant des années, on nous a rabâché à toutes les sauces Charlie Hebdo, esprit Charlie, tout ça. Dans l'esprit Charlie, bien sûr, pour moi, ça fait partie de la liberté d'expression, clairement. Donc oui, j'ai un avocat et je n'ai pas encore de suite par rapport à cette affaire, mais je vais recevoir un courrier pour savoir s'il y a une suite, s'il y a une convocation, pour récupérer certains CD, parce que j'ai d'autres disques durs là-bas d'ailleurs. Et puis oui, j'ai un avocat et je pense également, je vais lui poser la question de la disproportion des moyens employés, puisque, comme je disais, j'aurais pu venir à une simple convocation. Et venir faire intervenir le RAID qui est entraîné pour gérer des criminels, des terroristes. J'ai rien de criminel, j'ai rien de terroriste. Et pour autant, ils ont envoyé le RAID. Enfin, quand je dis ils, je ne sais pas si c'est le procureur lui-même qui a signé, qui a vu, qui a lu, ou si c'est quelqu'un qui lui a dit. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le procureur a fait la démarche d'envoyer le RAID dans mon domicile au lieu de me convoquer. C'est tout ce que je sais à l'heure actuelle. D'autant que vous êtes a priori inconnu des services de police, vous n'avez jamais été reconnu pour responsable de troubles à l'ordre public ou de choses comme ça. Quand j'étais jeune, j'ai eu une altercation, on va dire, avec quelqu'un et du coup ça a donné lieu, c'était à 20 ans, ça a donné lieu à des tiges, quoi. C'est tout. Oui, d'accord. Depuis, il n'y a rien. Mais voilà, vous n'avez pas barré de route, vous n'êtes pas enchaîné aux chaînes d'un tribunal jusqu'à présent. Jamais eu d'histoire, jamais d'histoire inconnue. Des services de police en tout cas, à part l'événement d'il y a 20 ans, mais sinon non. Et en plus, comment dirais-je, j'imagine qu'ils ont vu la vidéo, est-ce qu'ils l'ont vu entière, moi je ne sais pas, parce qu'au final, de ce que j'ai dit dans la vidéo, ça n'a rien à voir, je ne parle pas du tout du t-shirt, je parle du t-shirt une fois, pendant 10 secondes, pour demander s'il m'allait bien, voilà, pour demander l'avis des gens, c'est tout. Je ne fais pas du tout référence au t-shirt, je déroule mon discours pendant 7 ou 8 minutes, sans parler du t-shirt. Donc, alors là, on est dans l'hypothèse, on peut penser qu'au-delà du t-shirt, le côté, ce que vous dites, disproportionné de l'action de la gendarmerie s'attache à vos activités de militant décolonial. Oui, effectivement, puisqu'au final,
au départ, donc, quand je suis arrivé pour l'audition, il était 8h, 9h, je crois, parce qu'ils sont venus à 6h, le temps de tout récupérer, ça a duré 1 heure à peu près. Ça a duré à peu près 9h ou 10h, je suis arrivé pour l'audition, donc la première audition, parce qu'il y en a une deuxième le lendemain matin. Donc la première audition, donc, il y a eu la question par rapport au t-shirt, bien sûr, ça a duré 10 minutes. Et l'audition a duré 2 heures, et sur les 2 heures, allez, 80-90% des questions, c'était lié à mon activité politique avec Ubuntu, par rapport à mon voyage en Azerbaïdjan, par rapport à nos liens avec l'Urgence panafricaniste, par rapport à tout ça. Donc au final, j'ai compris, et mon avocat aussi a compris après, que c'était purement politique, que c'était un prétexte pour poser des questions sur mon activité politique. C'est la première fois qu'un militant de Ubuntu, même un responsable de Ubuntu, se retrouve interrogé par les services de police ou de gendarmerie? Alors, quand on est retourné de Bakou en janvier, il y a eu les services de police, alors peut-être la DGSI, je pense, et qui ont posé des questions du coup au fondateur, donc Romain Katambara, pendant 1 heure. Donc en lien justement à l'arrivée à l'aéroport. Directement, on arrive à Orly ou à Charles de Gaulle, je crois que c'était Charles de Gaulle. Et direct, ils sont venus, ils l'ont interpellé pour lui poser des questions. Et puis ça a duré 1 heure. Mais c'était la seule fois. Dans le cadre d'une garde à vue également, beaucoup plus courte? Alors, pas d'une garde à vue. Non, c'était pas une garde à vue. C'était pas le cas de garde à vue. C'était pas du tout ça. Je sais pas comment ils ont qualifié comment ils ont qualifié ça, mais c'était pas une garde à vue. Et d'ailleurs, oui, peut-être pour en finir sur la garde à vue, votre garde à vue, vous me dites, elle a duré 30 heures. Dans quelles conditions ça s'est passé Après, j'étais déjà seul dans la cellule. J'avais déjà fait une garde à vue donc par rapport à l'histoire d'il y a 20 ans. Je me rappelle que on était au moins 5 ou 6 dans la cellule. Mais là, en fait, on va dire, il n'y a pas eu de... Comment dirais-je? En soi, la garde à vue, ça m'a pas intimidé plus que ça. Je suis seul dans un endroit, j'ai le temps pour réfléchir, il n'y a pas de bruit. Enfin, il n'y a pas de bruit. Il y a les gens à côté qui font du bruit. Mais en tout cas, ça donne le temps à réfléchir, à se poser des questions, à savoir comment répondre aux éventuelles questions qu'ils vont poser, comment ça va se passer. Je m'inquiétais surtout pour ma famille, parce qu'au final, ils ont défoncé la porte. Et j'étais très inquiet, puisqu'au final, la porte elle était plus bloquée. Il y a mes enfants, il y a ma femme. Et j'étais inquiet. J'étais surtout inquiet pour rapport à ma famille. Ouais, sinon, la garde à vue en elle-même, je sais pas. D'accord, on peut penser qu'elle a duré un peu longtemps, quand même, 30 heures, mais les échanges ont été cordiaux. Oui, voilà. Je sais pas. Je vais pas être méchant avec eux, mais je vais pas être non plus très sympa. On va dire que c'est des exécutants. Ceux qui sont venus, ils m'ont fait comprendre que... Il y en a beaucoup qui m'ont fait comprendre qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient là, quoi. Pour un t-shirt, il y en a beaucoup qui se demandaient, mais pourquoi ils ne remettaient pas en cause la hiérarchie, bien sûr, mais c'était presque ça. Et moi, j'ai compris en tout cas qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Ils n'avaient pas envie d'être là, ils étaient juste là parce qu'on leur a ordonné d'être là. Oui. C'est les exécutants, c'est tout. Et vous avez compris que, préalablement à leur intervention chez vous, ils ont dû passer 1 ou 2 jours à Cilaos, logés à l'hôtel pour vous surveiller. Exactement. C'est ce que j'ai compris de par leur discussion entre collègues, machin. J'ai compris effectivement qu'au final, et d'ailleurs ma femme avait surpris 2-3 jours avant une dame là qui était là, quelque chose qui est inhabituel, qui était là et puis qui faisait rien. Elle n'a pas percuté tout de suite, et c'était peut-être lié justement à la surveillance. Et donc oui, j'ai compris que il y avait deux, ils n'étaient pas logés au même endroit. Donc il y avait ceux du raid qui étaient bien lotis, on comprend pourquoi, hein, et qui étaient dans un hôtel apparemment visiblement 4 étoiles, hein, d'après ce qui se dit, et les autres qui étaient limite en colocation presque, qui n'avaient pas leur chambre. D'ailleurs, ceux du raid avaient leur chambre. Chaque gars du raid avait sa chambre. Les autres non. Et ils se sont plaints de ça, on va dire, pendant que j'étais à côté, pendant qu'ils faisaient... Bon, bref. D'accord, ça peut nourrir la guerre des polices. En tout cas, on se rend compte qu'au lieu, Ubuntu est surveillé. C'est ça. Peut-être que Ubuntu est considéré comme un groupe qui représente un danger pour l'ordre public, pour la sûreté de l'État. Je ne sais pas j'avoue que je ne sais pas ce qui est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État. Parce que ça peut englober plein de choses, hein, ce terme-là. Parce que quand on regarde historiquement, par exemple, je prends l'exemple de la Guadeloupe. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, en mai 1967, il y a eu des militants qui ont justement été accusés justement de ce terme-là, atteinte à la sûreté de l'État, dont Pierre Sainton qui a fondé le GONG. Le GONG, c'est
on pourra en parler après. Oui. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent s'intéresser, allez chercher le Gong, gong.gp, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des informations. En tout cas, ils ont été inquiétés pour ce motif-là également. Après, ils ont été relaxés sans problème, parce qu'il n'y avait rien. Mais ils ont été inquiétés par rapport à ça également, atteinte à la sûreté de l'État. C'était des militants indépendantistes, pour le coup. Donc, alors, je ne sais pas si l'indépendance porte atteinte à la sûreté de l'État, mais bon, d'après l'ONU, notre mouvement est légitime. Donc, on s'appuie sur ça, sur les textes internationaux. Et donc, on va en parler de ce mouvement. Ce mouvement, il est né, vous me disiez, il y a 3-4 ans. 5 ans. Il y a 5 ans. Il s'inscrit dans un contexte, enfin dans un mouvement international, panafricain. Exactement. Effectivement, c'est un parti, c'est devenu un parti politique l'année dernière. Et en fait, c'est un parti indépendantiste et panafricaniste. Donc, on s'appuie effectivement sur le panafricanisme. Donc, on a cinq objectifs principaux. Et donc, le premier qui est éveiller la conscience du peuple, parce que c'est très important. Comme je l'expliquais tout à l'heure, quand je suis arrivé en France à 17 ans, à dire que je ne me connaissais pas du tout, puisque je passais par l'école républicaine, machin. Donc, je connaissais plus la France que la Martinique. Je connaissais plus l'Europe que la Caraïbe. Voilà. Et donc, c'est important de veiller la conscience du peuple. Et le deuxième objectif, c'est de défendre l'autodétermination des peuples africains afro-descendants. Donc, le troisième objectif, c'est l'indépendance de la Réunion, arracher l'indépendance de la Réunion. Le quatrième, donc, c'est le panafricanisme, c'est l'unité politique, économique et culturelle avec l'Afrique. Et le dernier objectif, c'est l'internationalisme, c'est-à-dire la solidarité avec les peuples opprimés. Voilà. Donc il y a clairement le panafricanisme qui fait clairement partie de nos objectifs, effectivement. Et vous vous êtes mis en lien avec les autres partis indépendantistes réunionnais qui sont peut-être devenus informels parce qu'ils ne se sont pas présentés aux élections récemment, mais je pensais à Nation Réunionnais ou au MLP. De ce que je sais, parce que je suis entré d'accord Ubuntu, ça fait pas un an. Ça va faire un an d'ailleurs le mois prochain, ça fera un an. Avant, oui, il y a eu des contacts, mais pas très productifs, on va dire. Donc, on a fait notre temps, on va dire, en quelque sorte. Après, on a on discute avec, bien sûr, les forces vives de la Réunion qui ont, on va dire, pas le même objectif, parce que c'est pas très, on va dire, l'indépendance, c'est un mot qui fait peur, on va dire. Il y a des autonomistes, on va dire. On est en relation soit avec des autonomistes, et voilà. Après, en ce qui concerne l'indépendance, on a aussi les relations avec les indépendantistes des autres colonies, Martinique, Guadeloupe, Guyane, même la Corse d'ailleurs, la Corse également, Nouvelle-Calédonie. Donc on est en lien aussi avec tous les groupes des autres colonies. Donc d'ailleurs, il y a un front qui s'est formé, le Front international de décolonisation, qui justement tend à décoloniser les dernières colonies. Oui, j'ai entendu ce dimanche Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, qui est aussi responsable de parti politique et puis qui est allié avec le PLR, dire qu'il faudrait être fou pour être indépendantiste aujourd'hui. Oui, j'ai vu ça. Vous l'avez vu? Non, j'ai pas vu justement. Voilà, parce que sur les élections à venir, le mouvement du Guet-Bello se voit reprocher une tendance indépendantiste pour avoir signé l'accord de Fort-de-France. D'accord. Il y a quelques années, quoi. Hein. Ce dont ils se défendent, ils parlent d'autonomie. Vous, sur la scène politique réunionnaise, comment vous positionnez-vous quand vous dites on se bat pour arracher l'indépendance? Comment ça peut se faire à La Réunion Justement, l'idée, c'est que nous sommes, on va dire, un parti politique, mais nous sommes avant tout un outil. On ne sommes pas là pour aller aux élections pour gagner quoi que ce soit, des sièges, on va dire, s'associer avec un tel. On faut vraiment que le peuple nous voit comme un outil. Nous sommes un outil qui porte la voix de la souveraineté de la Réunion. Donc après, la façon de faire, c'est justement aux Réunionnais, tous ensemble, de décider. Donc l'idée, on est en train de travailler sur une application qui permettrait d'écrire sa propre constitution citoyenne. Donc, n'importe qui pourrait apporter un article, amender cet article, voter pour l'article, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment que le processus de décolonisation et l'indépendance se fasse avec le peuple. Pas juste Ubuntu qui décide, on va faire ça, 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 ça. On a un objectif, on a une ligne directrice, certes, on a des valeurs, des objectifs, mais ce n'est pas nous qui allons faire que la Réunion est indépendante. On sera juste un outil pour amener à l'indépendance de la Réunion. Il n'y aura donc pas de candidature de cas Ubuntu sur les élections municipales ou législatives à venir? Alors le municipal, non.
clairement. Après, les législatives, on verra, mais en vrai, les élections, dans ce système-là, c'est ce qu'ils appellent démocratie d'ailleurs. On a tendance à penser que c'est plus une oligarchie qu'une démocratie. Et donc, s'il n'y a pas certains fonds pour participer aux élections, c'est déjà compliqué, même que de se présenter en soi, c'est déjà compliqué parce qu'il faut payer, il faut avoir un compte. J'avais déjà regardé à l'époque, il faut un compte, il faut 500 € je crois pour ouvrir un compte, il faut payer les affiches, il faut payer tout ça. Donc on ne vise pas les élections, non seulement parce que déjà le système est verrouillé, mais aussi parce qu'on ne cherche pas forcément à avoir un siège ou autre. On est vraiment un outil pour amener une réflexion et amener le peuple à prendre conscience de certaines choses. Après, bien sûr, on verra par la suite, comme on est un parti politique, peut-être que pour les législatives, on verra. Mais ce n'est pas une priorité pour nous. C'est vraiment, comment dirais-je, ce serait un moment de se confronter avec les élus actuels, tout simplement. Voir pour la confrontation, on va dire, la confrontation d'idées. Ce sera juste ça, les élections. Vos moyens de communication, c'est les réseaux sociaux. Exactement. Et est-ce que vous dialoguez aussi avec les autorités locales ou les partis locaux? Alors, dialoguer avec les partis locaux. On a au sein de Ubuntu un ancien du PCR. Et du coup, on va dire que l'expérience qu'il a eue, il a des contacts. On va dire que c'est plutôt lui qui gère tout ce qui est contact avec les autres, on va dire, en quelque sorte. Mais on n'a pas de contact direct avec les autres partis politiques. On sait ce qu'ils font, on sait ce qu'ils proposent. D'ailleurs, on peut être d'accord sur les constats du PCR, qui a fait d'ailleurs un constat par rapport à la venue d'Elisabeth Borne. Je crois que c'est aujourd'hui qu'elle vient. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils ont constaté que un jour, juste comme ça, ils ont fait une liste de ce qui pourrait effectivement être bon pour la Réunion, c'est-à-dire l'école qui serait, comment dirais-je, par rapport à la, comment on pourrait appeler ça, période cyclonique, par exemple, simple, la période cyclonique, on pourrait par exemple décaler, avoir des jours d'école en dehors des périodes cycloniques, etc. Donc adapter, on va dire, l'école en fonction du climat de la Réunion. Voilà, c'est ça. On est d'accord sur ce point-là. Ils font les constats, effectivement, mais pour nous, ces choses-là ne peuvent pas se faire dans le cadre de l'éducation nationale et de l'État français. C'est quelque chose qui doit être fait en tant que pays indépendant et souverain qui décide ce qu'il veut pour ses enfants, pour tout. Donc on est d'accord sur certains points avec d'autres partis, mais on n'a pas forcément la même solution, on va dire. Donc on entend, on regarde ce qui se fait, on écoute ce qui se passe, on regarde les déclarations. Donc on peut être d'accord sur plein de choses avec les partis, hein, mais on est vraiment l'un des seuls à proposer l'indépendance complète, souveraineté complète et totale vis-à-vis de la France. Voilà. On peut comprendre donc que cette volonté de rupture avec l'État français fasse réagir les autorités. Bien sûr. Maintenant, sur la méthode, comment ça doit se faire, selon vous, quoi? Quelle est votre feuille de route? Alors, selon moi, comme j'ai dit, c'est les médias. On va dire que c'est la communication, dans un premier temps, et la prise de conscience, faire prendre conscience au peuple de la condition de la Réunion et de pourquoi ça ne change pas. Parce qu'on on constate la vie chère, on constate la pauvreté, on constate le mal logement, etc. Mais les solutions apportées ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Et tant qu'on restera dans le cadre de l'État français, ce sera toujours des gars à 10 000 km à Paris qui vont décider ce qui va se passer ici. Il peut y avoir une guette bélo ou autre, peu importe. Ce sera toujours un exécutant avec un peu de pouvoir pour gérer le pays, c'est tout. Ils ne pourront pas aller au-delà. Donc même s'ils font des déclarations, ils font des signatures, ils signent ceci, cela, ce sera toujours dans le cadre de l'État français. Toujours. Quel que soit ils pourront mettre du vernis ou n'importe quoi, ce sera toujours dans le cadre de l'État français. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà de faire en sorte que le peuple prenne conscience et prenne en charge lui-même le destin de la Réunion. Comme je disais, nous sommes un simple outil et au peuple d'utiliser cet outil-là pour l'indépendance de la Réunion. Donc, et l'idée, c'est la confrontation justement des idées, puisque les élections, comme vous parlez d'élections, on n'est pas là pour forcément gagner ou se présenter à une élection, mais on pourrait utiliser cette étape démocratique, c'est encore entre guillemets démocratique, pour se confronter avec les autres partis et qui sont là depuis des années, je crois, 20 ans, 30 ans, donc, et apporter de nouvelles idées. Après, c'est ça qui est important, c'est de participer au jeu démocratique. Exactement.
même si on peut dire entre guillemets, parce qu'on peut en douter, plutôt que de risquer une prise de pouvoir par la violence ou par autre chose. Non, on est contre que ce type d'action violente. De toute façon, on ne fait pas le poids. Il y a les phaseuils là-bas, il y a la gendarmerie, il y a la police. On ne fait pas le poids. On n'est pas du tout pour la. On m'a posé la question d'ailleurs pendant l'audition, en garde à vue, parce que souvent, je répète, par tous les moyens nécessaires, la chaîne indépendance de la Réunion, par tous les moyens nécessaires. Souvent, ils m'ont posé la question, c'est quoi tous les moyens nécessaires? Et c'est ce que j'ai répondu. Hein. C'est la communication, c'est la prise en compte du peuple, c'est le fait que le peuple prenne en charge l'avenir de la Réunion, c'est la constitution citoyenne, c'est tout ça. Mais les armes, non, c'est pas envisageable. On ne fait pas le poids. C'est vrai que j'ai l'impression de réitérer la garde à vue que vous avez vécue ce week-end dernier, avec des questions plus softes. C'est plus cordial en tout cas. Donc la question suivante, c'est Bakou. Oui. Donc on a reproché à Ubuntu de participer à cette conférence, je crois, qui était pour l'autodétermination des peuples dans le monde entier, mais qui était sous l'égide de l'Azerbaïdjan, qui est allié avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc ce risque de vous voir un petit peu manipulé, instrumentalisé par la Russie aujourd'hui. Comment le vivez-vous Ah oui, j'ai vu, c'était l'article du quotidien. Le J aussi a fait un article qui comment dirais-je, la manière dont ça. Enfin, le J, en fait, l'article du J reprend fidèlement, effectivement, ce qui a été dit par le président de Kormotou, donc Romain Katambara. Par contre, le contexte de l'article, là où il a été placé, ça voulait tout dire. Il a fait ingérence russe, ça sonnait ingérence russe. Mais en tout cas, alors, pour répondre à votre question, la première conférence à Bakou, je crois que c'était le 25 janvier 2025. Oui, c'est ça. Ça portait surtout sur la Réunion. C'est vraiment uniquement l'indépendance de la Réunion et la souveraineté de la Réunion. Il y a eu d'autres conférences avant, mais à cette date-là, c'était vraiment lié spécifiquement à la Réunion. Et du coup, au retour de cette conférence, là où il y a eu les services du ministère de l'Intérieur qui ont interrogé Romain Katambara. Mais alors l'ingérence russe, je ne sais pas comment, c'est ce qui est reproché, hein, qu'on voit dans les médias, c'est l'Azerbaïdjan qui... Mais bon, en même temps, est-ce que le fait de prendre part à une conférence dans un pays nous met tout de suite en association avec un autre pays parce qu'il y a les jeux d'alliance, etc. À ce moment-là, comment on pourrait qualifier la France? Parce que la France qui monte les muscles, on va dire, face à la Russie, fait quand même du commerce avec la Russie, quoi qu'on en dise. Il y a quand même, un peu moins maintenant, mais à un certain moment, il y avait quand même le gaz russe qui alimentait la France. Et le gaz de l'Azerbaïdjan alimente l'Union européenne. Donc l'Union européenne a des accords avec l'Azerbaïdjan pour lui fournir du gaz. Donc est-ce que l'Union européenne est pro-russe parce qu'elle fait des affaires avec l'Azerbaïdjan? On peut se poser la question aussi. Donc cette accusation qui vient des autorités ou des médias ou autres n'a pas de sens. On a une voix, on porte notre voix de manière internationale grâce au groupe d'initiative de Bakou. Et ce groupe d'initiative de Bakou, comment dirais-je, est là pour nous aider à décoloniser les dernières colonies. C'est tout. On a, comment dirais-je, on a notre agenda. Le groupe d'initiative de Bakou a son agenda, l'Azerbaïdjan a son agenda. C'est un échange de bons procédés, c'est tout. C'est tout. C'est des alliances qui se font, comme la France a des alliances avec le tel, l'Union européenne a des alliances avec l'Azerbaïdjan. Ça ne pose de problème à personne. Si demain l'Union européenne se coupe totalement de l'Azerbaïdjan, il n'y a plus de gaz pour beaucoup de pays. Donc, oui, et puis quand vous dites alliance, c'est des alliances sans contrepartie. Oui, voilà. Je sais que Vladimir Poutine avait commencé à être un peu décolonial quand il a pris la Crimée, en expliquant que la France continuait à occuper Mayotte malgré les résolutions de l'ONU. C'était son discours à l'époque. Alors, pris la Crimée, il y a eu un référendum quand même. Donc après, est-ce qu'on peut dire pris comme ça? Je ne sais pas, le peuple de Crimée a voté pour être attaché à la Russie, qui était déjà russe à la base avant qu'elle soit ukrainienne. Donc oui, donc dans tous les cas, comment dirais-je, il y a des alliances qui se font, qui se défont, des alliances ponctuelles, des alliances sur le long terme, c'est comme ça, c'est le jeu des alliances. Après, ça ne veut pas dire qu'on est sous la solde d'un tel, sous la coupe d'un tel, etc. Des alliances se font comme ça, naturellement, avec un objectif commun. Donc on a eu l'alliance avec, on a toujours d'ailleurs l'alliance avec le groupe d'initiative de Bakou, l'alliance avec Urgence panafricaniste également. On a fait une conférence commune le 3 mai dernier. Donc
il y a pas. Il y a aussi la question. Ça m'a aussi posé la question par rapport à gestes panafricanistes pendant la garde à vue. Mais de toute façon, tout est transparent, hein, tout est disponible sur Internet. Je crois que c'était juste une confirmation qu'ils voulaient, parce que je sais très bien qu'ils savent ce qu'on fait, tout est public, sur nos réseaux, on cache rien, tout est transparent. Donc, ils savent, en vrai. J'ai juste une confirmation et aussi, on va dire, montrer les muscles et intimider. Ça, c'est l'effet inverse qui va se passer. Qui s'est passé, c'est l'effet inverse. En tout cas, pour ma part. Après, ma famille, c'est autre chose, d'ailleurs. Avec mon avocat, on va voir quelle suite donner à la disproportion des moyens utilisés. Parce que, alors, je vais raconter rapidement, j'ai une fille qui est très très sensible. Oui. Elle est épileptique, mais elle est aussi très sensible. Par exemple, pour vous montrer à quel point elle est sensible, on avait regardé une fois Kung Fu Panda, elle a fait des cauchemars en regardant Kung Fu Panda. Donc là, l'épisode là, elle est traumatisée, elle fait des cauchemars, on va prendre rendez-vous avec un psychologue par rapport à ça. Donc il y a eu plein de conséquences, il y a eu des conséquences néfastes par rapport à cette intervention-là. Et je vais voir avec l'avocat ce qu'on peut faire par rapport à ça. Si tribunal administratif ou autre juridiction par rapport aux moyens disproportionnés employés. D'accord, donc il y aura des suites à cette affaire. Peut-être vous retrouvez au tribunal pour ce t-shirt. Exactement. Et puis, mais en revanche, a priori, rien d'autre n'est retenu contre vous. Ils vous ont fait parler pendant 30 heures. C'est ça. Enfin, 2 heures d'audition, et là, le premier jour, et 1 heure à peu près le deuxième jour. Pendant 3 heures en tout. Et ça n'a rien donné. Ils m'ont lâché, il n'y a rien eu. Enfin, j'ai pas encore de suite. Peut-être qu'il y aura des suites, je ne sais pas. Mais bon, pour comment dirais-je, je ne sais pas exactement quel est l'objectif précis, si ce n'est l'intimidation. Vraiment, comme je dis, j'aurais pu venir à une convocation sans problème. À Saint-Denis. La preuve, quand je suis rentré, je suis revenu et tout, tranquille, sans problème. Donc je peux aller à Saint-Denis sans problème. Donc si toutefois ils ont d'autres questions, voilà, ils connaissent mon adresse maintenant, de toute façon ils connaissent l'adresse parce qu'ils sont venus, et ils ont surveillé, ils ont défoncé la porte. Donc ils auraient pu le faire de manière cordiale, mais on va dire qu'ils n'ont pas été très fair-play. Mais bon, il y aura des suites. D'ailleurs, au-delà des actions en justice donc, qui vont se poursuivre, vous, suite à cette garde à vue, vous allez continuer comme vous le faisiez auparavant, votre travail de coordination, de communicant pour Kaubuntu. Ah oui, ça ne change rien à votre vie de militant? Du tout pas. Au contraire, on va dire que ça m'a boosté plus qu'autre chose. Parce que je me suis rendu compte après de la solidarité de tout le monde, en fait, des organisations, des gens sur les réseaux, le soutien, etc. Donc non, ça a fait l'effet inverse, complètement. Ça a montré une certaine solidarité, une fraternité entre des gens qui ne partagent pas forcément nos positions, mais qui ont trouvé que c'était disproportionné. Et donc, non, ça a fait l'effet inverse. Donc, pour ceux qui ont ordonné cette action, ça a été une erreur. On verra par la suite, mais ça a été une erreur en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.